Rebonjour à tous, merci d'être encore là, encore une petite demi-heure, 35 minutes ensemble, et vous pourrez repartir ce soir en sachant exactement quelle stratégie produit et vendeur vous pouvez avoir sur votre marketplace. C'est pas mal quand même, c'est une bonne promesse en 30 minutes. Mais en tout cas, on va essayer de se poser justement ensemble justement les questions qu'il faut se poser, aussi bien côté produit que côté vendeur. Et pour nous éclairer, du coup, on est avec nous Bénédicte Trantezo, qui est responsable de la marketplace de chez Kiabi. Et on a Alexandre Onufric, qui est directeur de Redsen, qui est un cabinet de conseil qui justement accompagne les marques vers leur transition, en tout cas vers la marketplace. Bénédicte, on va commencer assez rapidement. Kiabi, 500 magasins en France. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on lance une marketplace? Alors, très bonne question. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et je vais essayer de vous éclairer, répondre à vos questions et vous expliquer ce qu'on fait, ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Kiabi, c'est effectivement la mode à petit prix depuis toujours. On couvre un segment de population qui est quand même assez large et qui répond à tous les besoins de la famille, hein, puisqu'on fait de l'homme, de la femme, de l'enfant, du bébé et de l'accessoire. Et en fait, alors moi, je suis un pur produit Kiabi parce que je suis arrivée juste après mes études et j'ai évolué avec la boîte en tant que chef de produit, chef de marché, directrice de collection. Et puis, pendant une dizaine d'années, je me suis occupée de l'extension de l'offre sur le web uniquement, donc les exclus web. Et on a ouvert des marques, on a ouvert des catégories produits qu'on ne faisait pas en magasin. Et en fait, on s'est aperçu que très vite, en fait, les clients, ils étaient hyper appétents et qu'ils avaient envie de retrouver sur le site des tas de produits et que tout ce que l'équipe achetait, en fait, on le vendait. Et même des produits qui n'étaient pas du tout référencés, type du linge de maison ou du déguisement. Et donc, on a vraiment, vraiment étendu cette offre et ça fonctionnait toujours. Et puis là-dessus, on s'est dit, c'est génial, les clients, ils sont contents, la rentabilité, elle était là, mais en fait, nos clients, ils en veulent encore plus. Et donc, ça a été les prémices de la réflexion de notre nouvelle vision. Et dans cette réflexion de nouvelle vision, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire de Kiabi demain? Et on s'est dit qu'on voulait, alors je vais reprendre une belle phrase qui n'est pas affichée, faciliter la vie des familles en tissant ensemble une mode positive et des solutions durables. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille, le client, qui est vraiment au cœur de notre stratégie et qu'on écoute et tout ce qu'on va faire, ça part du client. Et ben en fait, on s'est dit, voilà, comment on peut lui faciliter sa vie, avec quels produits, quels services, quelle façon de vendre, quel créneau de distribution, parce qu'on peut tout imaginer. Et la marketplace, c'est une des réponses à ça. Et la réponse au fait de dire, puisqu'on sait vendre plus de produits en achat ferme, on peut aller beaucoup plus loin avec des produits qu'on ne sait pas faire, parce que soit ils sont très techniques, et nous, on n'a pas la capacité à gérer des produits, par exemple le food contact, on ne sait pas faire. Nous, on est très textile avant tout, ou des produits qui sont trop volumineux ou fragiles parce que notre logistique, elle ne sait pas expédier tout ça. Et donc, quoi de mieux que de le faire avec des vendeurs partenaires qui ont cette capacité-là à le faire et qui correspondent évidemment à notre ADN. Bon, je peux en parler 2 heures, Ouais, mais... j'allais dire, on va du coup pouvoir poser pas mal de questions là-dessus. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai bien compris, vous êtes parti presque du principe où vous aviez vos clients, beaucoup de clients qui avaient énormément de trafic, etc., et que vous avez essayé de finalement d'augmenter leur panier moyen, l'offre produit. Alexandre, toi, quand les clients viennent te voir pour créer des marketplaces, qu'est-ce qu'ils recherchent en premier? Acquérir de nouveaux clients, augmenter justement cette offre de produits et augmenter la lifetime value, c'est quoi vraiment la stratégie première, entre guillemets? Alors, il n'y a pas de bonne réponse malheureusement, parce que ça dépend finalement de la typologie de l'opérateur. Forcément, quand on est dans des acteurs comme Kiabi, qui a vraiment une asset sur un écosystème, du trafic, une ADN très forte, c'est plus facile d'aller chercher des marchands, des nouveaux clients, versus une petite marketplace qui se monte et qui veut aller conquérir de nouveaux territoires. Généralement, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de stratégies, on va dire commerciales, c'est-à-dire aller chercher de nouveaux clients sur voilà, des territoires un peu mal irrigués, faire renforcer
renforcer le lifetime value, en tout cas la rétention sur de la base installée. Ça peut être conquérir de nouveaux territoires, nouveaux zones de chalandise, l'international. Donc en fait, ça dépend de la motivation, mais ça dépend souvent de la stratégie commerciale de l'opérateur. Et en fait, in fine, découle la stratégie marchande pour dire qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Donc il n'y a pas forcément de bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais ça dépend finalement de le leitmotiv de l'opérateur. Ouais, je suis d'accord. Le besoin initial, c'est vraiment la stratégie que l'entreprise elle a envie d'avoir, que ce soit en tant que distributeur hein, ou que ce soit en tant que vendeur. On a des stratégies et je pense que l'essentiel, c'est vraiment d'écouter son client et de répondre à la stratégie. L'entreprise répond à la stratégie qu'elle veut se donner par rapport au projet d'expansion qu'elle veut avoir et aux besoins du client. Enfin, nous, notre ADN, c'est vraiment le client, le client, le client. Et donc, nous, quand on a décidé de le faire, d'abord, on ne l'a pas fait tout seul. Hein. Alors, on l'a fait avec, pour le coup, on l'a fait avec The Trace, hein, qui est notre partenaire. Et c'est un projet qui est quand même qui est assez conséquent, hein, qui est lourd, qui est technique et qui demande beaucoup de connaissances sur des sujets qu'on n'avait pas non plus au début, d'où l'accompagnement par des experts. Et nous, on l'a fait aussi parce que on sait aujourd'hui qu'on a un socle de clients qui est très important et donc en fait on peut avoir, alors la rentabilité du marketplace ça se fait pas en 2 ans, hein, ça c'est certain, mais en tout cas on sait qu'on a un nombre de visiteurs uniques qui est conséquent et qui répond à tous les besoins de la famille, donc on sait qu'on peut aller chercher ces vendeurs partenaires qui vont dans une démarche gagnante-gagnante parce qu'on a vraiment envie aussi d'accompagner nos partenaires d'une façon qui n'existe pas forcément complètement aujourd'hui, mais on est au tout début de ça et on construit avec nos partenaires aujourd'hui. Et donc, on veut aller loin parce que voilà, on a aussi la chance d'avoir une entreprise qui marche très bien et beaucoup de clients. Et justement, alors, en parlant de... Tout à l'heure, tu as rappelé que Kiabi, c'était la mode à petit prix. Quand on va sur la marketplace, il y a du coup des produits qui viennent augmenter ce petit prix, qui ne sont plus que des petits prix. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi de positionnement de marque à un moment de se dire, est-ce que je référence justement des marques qui vont être un peu plus premium que la mienne, ou en tout cas ce que les gens ont l'habitude de trouver, et du coup peut-être flouer un peu le discours. Comment vous faites justement pour gérer vraiment ce positionnement, cette promesse finalement? Ouais, alors ça c'est hyper intéressant parce que la question, évidemment, on se l'est posée. Hein, prix de vente moyen, il doit tourner autour de 7-8 euros. Le panier doit tourner autour de, je sais pas, moins de 50 euros. Donc évidemment, c'est un vrai sujet. Et comment on fait? Et en fait, on est parti du principe de se dire que nos clients, quand ils arrivaient dans nos magasins pour venir chercher de la mode à petit prix, ils ont des Nike au pied, ils ont des vêtements de marque sur eux. Et en fait, c'est bizarre, ils viennent chercher chez Kiabi que les petits prix ou les basiques, et alors qu'en fait, ils vont chercher les autres produits ailleurs. Et pourquoi nous, on ne peut pas répondre à ce besoin-là? Et donc, on a expérimenté, hein, de par les excluables déjà qui se vendaient plus cher. Et puis après, évidemment, on ne va pas aller chercher les marques premium. Hein, ça, c'est dans la stratégie, il faut rester dans notre cœur de cible. Hein, ça, c'est vraiment le basique de la marketplace. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va rentrer les produits les moins chers du marché. Parce que d'abord, on a une exigence de qualité qui est hyper importante sur les produits qu'on veut rentrer. On a une exigence de RSE qui est hyper importante, c'est-à-dire qu'on veut avoir des partenaires qui sont en chemin de RSE, puisque ça fait partie de la construction de notre nouvelle vision. Et donc, on va aller chercher des partenaires qui nous ressemblent, qui vont être plus chers, oui. Mais de toute façon, j'ai envie de dire Kiabi, c'est la mode à petit prix. Et sur le marché, si on veut trouver du moins cher, on va dégrader en fait les produits. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, forcément, on va être un petit peu plus cher. Mais la stratégie, ça consiste à dire, c'est quoi le bénéfice client à chaque fois qu'on va rentrer une nouvelle marque, un nouveau partenaire, une nouvelle enseigne. Et donc, c'est quoi le bénéfice client? Ça peut être le côté très RSE, très durable. Ça peut être le côté des produits avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Ça peut être des occasions spécifiques sur lesquelles on ne sait pas très bien le gérer, de type la cérémonie. Ça peut être tout ce qui tourne autour de l'accessoire, les chaussures, qu'on ne fait pas très bien non plus. Enfin, voilà, il y a des multitudes de choses à faire. Et en plus, dans ce qu'on s'est dit au départ, on s'est dit pour
faire de cette expérience un succès sur cette marketplace, eh ben, il faut démarrer sur nos bases en fait. Tout à l'heure j'entendais, non c'était ce matin, c'était une autre conf, Back to Basics. En fait, c'est quoi les bases de Kiabi? C'est le client et la famille et l'enfant bébé. Et ça c'est vraiment notre socle, l'enfant bébé. Et donc on a démarré notre marketplace avec des vendeurs qui sont essentiellement tournés autour de l'enfant bébé. En fait, Bénédicte vient tout résumer parce que ce qui est important, c'est la stratégie commerciale. Donc déjà, il faut se poser la question, c'est quoi la proposition de valeur pour la marketplace, d'accord? Il faut aussi repenser, c'est quelle segmentation de clients et les promesses qu'on veut pour ces clients-là. Et derrière, on découle toute la pricing policy, c'est-à-dire quelle est la stratégie de prix qu'on veut mettre en place. Quelle est la qualité de service qu'on veut mettre en place aussi, parce que c'est très important de dire que on veut des marchands réactifs, qualité, qui correspondent à notre ADN. Quand je vois finalement la baseline de Kiabi, c'est et des solutions durables, donc il y a forcément une recherche de partenaires qui fit avec l'ADN de la marque. En fait, c'est très important parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'on doit se différencier sur le nombre de marketplaces pour pas avoir les mêmes marchands. Donc il y a aussi cet ADN qu'on doit aller chercher chez les marchands qu'on veut, partenaires qu'on veut. En fait, donc c'est très important et c'est très bien résumé, je pense, sur le. Et justement, est-ce que toi, tu as vu avec d'autres clients des évolutions un peu de positionnement comme ça ou de promesses de par le fait d'intégrer de nouveaux marchands et qui potentiellement pourraient à un moment cannibaliser peut-être même les produits de la marque qui avait lancé cette marketplace? En fait, encore une fois, ça dépend de la typologie d'opérateur. Si on est un distributeur, un industriel, une marque, c'est totalement différent. Mais un distributeur a des gros enjeux parce qu'ils ont déjà un catalogue existant. Donc forcément, il y a cette vigilance sur le fait d'intégrer des produits qui ne vont pas cannibaliser les catégories existantes, donc aller chercher des produits complémentaires ou des produits sur des catégories adjacentes, donc c'est un vrai sujet. Mais on a aussi parfois des cas où le distributeur a des contrats de sélection de contrats de distribution sélective avec certaines marques, donc il faut éviter que les marchands poussent la même marque sur laquelle le distributeur est déjà engagé. Donc il y a vraiment parfois des effets schizophréniques dans le fait de ne pas intégrer des marchands qui vont pousser tout le catalogue alors qu'il y aura déjà un réseau de distribution, un schéma de distribution bien établi chez le distributeur. Et c'est pareil pour l'industriel. L'industriel, lui, qui lance une marketplace, il a le catalogue produit, c'est bien. Donc s'il lance une marketplace, c'est pour vendre des produits complémentaires, mais il vend des distributeurs. Et les distributeurs, finalement, ont des clients. Et quand on adresse, en tant qu'industriel, directement sur les clients de nos clients, forcément, les distributeurs commencent à dire « Attendez, vous prenez notre part de marché, c'est nos clients, etc. » Donc, il y a des vraies problématiques sur la stratégie de quel client on va aller chercher et ça découle d'ailleurs sur quel marché on peut faire. Typiquement, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie. On a pour des grands groupes industriels, des grands partenariats avec des distributeurs ou des wholesalers. Et donc, une stratégie de marketplace, c'était d'agréger plein de petits retailers locaux dans le bricolage, etc., pour pas concurrencer nos gros distributeurs qui pouvaient. Voilà. Donc, il y a aussi cette stratégie à adapter en fonction de qui on est, de ce qu'on veut faire. Et encore une fois, de pas. Souvent, on peut se tirer une balle dans le pied. Hein. On peut aussi couper des liens déjà établis avec des distributeurs. Donc, il y a aussi cette notion à prendre en compte. Et du coup, Bénédicte, on voit à peu près la roadmap, on se dit ok, je cherche des marques qui viennent compléter mon offre, je viens de chercher des marques qui rentrent dans ma dynamique RSE. Il y en a plein. Du coup, à ce moment-là, comment on fait pour se dire je veux celle-ci? Comment on va les voir? Comment on les convainc? C'est quoi un peu les arguments clés qui font que ils arrivent sur la marketplace? C'est un vrai Parce qu'ils vous ont pas attendu. C'est un vrai métier. Comment on fait? Bon, déjà, il y a plusieurs catégories de vendeurs partenaires. Hein. Il y a les tout petits. Donc, c'est des sociétés qui ont peu de référencement et que nous, on veut aider. Ça fait partie de notre vision aussi. On veut aider ces petites entreprises à leur donner de la visibilité. Et donc ça, j'ai envie de dire, c'est... visibilité produit ou marque? Visibilité produit et marque. Ok, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en avant aussi les marques sur la marketplace. Et on l'a déjà fait. Okay. Alors, on est tout petit, hein, on n'a pas encore non plus 3000 vendeurs, et on n'objective pas non plus d'ailleurs 3000 vendeurs, mais on est tout petit, et donc pour le moment, c'est encore assez facile d'intégrer les tout petits. Mais c'est vraiment dans notre stratégie, et je crois que demain, que même quand on aura des gros, on continuera à faire les petits. Après, il y a tous les revendeurs qui, eux, pour beaucoup, ont des stratégies de business, de marketplace, donc ils sont structurés, organisés pour le faire, et donc on les appelle, on
on les sélectionne, on discute, ils ont une roadmap, on a une roadmap, ben voilà, tout ça, ça doit s'organiser. Après, il y a le secteur des distributeurs. Hein. On a des distributeurs avec lesquels nous, on aimerait bien travailler. Donc, ça, c'est un petit peu plus long parce que c'est des longues négos. Et puis après, il y a les marques. Et là, c'est très, très long parce que c'est des longues négos, plus beaucoup de juridique et plus beaucoup de choses. Et au milieu de tout ça, il y a les agrégateurs. Et les agrégateurs, il y en a beaucoup sur le marché. Et donc, il faut qu'ils s'ouvrent au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu appelles agrégateur ? L'agrégateur, c'est l'intermédiaire qui est entre le vendeur et notre plateforme, parce que beaucoup de marchands, en fait, donnent la partie intégration du catalogue via un agrégateur, parce que ça évite de se staffer chez soi pour le faire. Et puis après, c'est toute la gestion des flux qui transitent. Mais j'ai pas de secret par rapport à ça. C'est de la négo, c'est du réseau. Faut se le dire. Hein, c'est des rencontres, c'est un projet, c'est une envie. Enfin voilà, il faut convaincre sur l'envie, le projet qu'on a envie de faire, emmener nos partenaires. Et puis on a aussi pour objectif nous de vraiment travailler la data et de donner autant d'informations que c'est possible. Alors, on est en construction, hein, c'est tout nouveau aussi, mais autant d'informations possibles à nos vendeurs parce que c'est gagnant-gagnant et que demain, ils vont savoir quel bon produit ils vont vendre, à quel prix. On peut faire des expériences de prix, on peut tout imaginer avec nos vendeurs. Et c'est comme ça qu'on a envie de construire le système en véritable partenariat. Ce qui est une belle ambition, mais c'est fantastique. J'imagine, Alexandre, justement, quand on est une marque, qu'on veut se lancer, il y a aussi des contraintes humaines, de ressources internes, et de se dire peut-être qu'il est plus simple d'avoir 20 vendeurs avec 500 références que 500 vendeurs avec 20 références. Comment justement on manage aussi une ambition face à des problématiques, des ressources qui au départ sont, même si j'imagine qu'il y a des vrais investissements comme Kiabi a dû les faire, mais qui doivent être limités, j'imagine. Je pense que la question doit être posée à ma voisine, en fait. Parce que non, en fait, effectivement, on ne peut pas forcément intégrer une multitude de marchands dès le démarrage. Il faut que ça se fasse de façon séquencée. Généralement, on privilégie quelques marchands qui apportent du catalogue avec une vraie notion de service ou de qualité de service qu'on veut adresser. Et ça se fait au fil de l'eau. Forcément, il faut aligner. Ce qui est important dans une marketplace, c'est aussi d'aligner l'équilibre entre l'offre et la demande. Parce qu'avoir 50 marchands avec 3 commandes, finalement, il n'y a plus de promesses pour les marchands et ils finissent par partir. Donc, il faut séquencer ce trafic, cette GMV qui montre sur les produits 3P, faire partie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment jongler, recruter quand on sent qu'il y a une dynamique, mais pas avoir 15 000 marchands. Et en plus, il y a une particularité, c'est que souvent la typologie de marchand, si c'est une marque, comme disait tout à l'heure Bénédicte, si c'est une marque qui est autonome, qui est habituée à faire de ventes sur des marketplaces, etc., il n'y a pas trop de problème d'intégration, mais une petite marque du coin de la rue, il y a de l'accompagnement, de l'onboarding, et souvent dans les gros distributeurs à l'opposé, il y a de l'intégration SI. Donc il faut connecter soit par EDI, soit par des flux informatiques, ça prend du temps, il y a de la négociation, il y a des batailles sur les catégories, sur les prix. Donc forcément, si on target des commerçants locaux, des petits magasins des ventes du coin, ça prend du temps, parce qu'il faut agréger tout le monde, donc il y a vraiment une démarche commerciale importante. Et si on target 3 distributeurs, c'est un peu plus rapide, mais ça prend du temps aussi pour l'intégration. Donc oui, c'est toujours pareil, c'est le même combat. Et surtout, quand on parle de marchands, on fait parfois un amalgame. Il y a beaucoup de typologies de marchands. Il y a des revendeurs, des marques, des grosses marques. Il y a des distributeurs, des grossistes, des wholesalers, des brokers. Donc, c'est pour ça que parfois, on mélange des typologies types d'acteurs. En fait, c'est compliqué de dire qu'on a un modèle pour une marque et un modèle pour un distributeur. Moi, j'ai sur l'exemple de la fédération de tennis que j'accompagnais à l'époque, qui voulait intégrer des marques finalement dans sa marketplace. Mais en fait, il fallait trouver des accords avec chaque marque de tennis comme Babola, Wilson, Ed, mais c'était trop compliqué de discuter avec ces marques-là qui n'avaient pas la volonté de devenir marchands dans le back-office pour mettre leurs produits. Donc on est passé par plutôt des distributeurs qui eux apportaient le catalogue, qui était déjà natif sur les marketplaces, qui était facilement intégrable. Et donc c'est pour ça que ça peut aussi aller plus vite. Parfois on dit on veut toutes les marques, mais c'est compliqué à intégrer. Et il y a les Lego, donc c'est aussi important. Kiabi, la marketplace, elle a été lancée quand ? Elle a été lancée le 30 avril 2022 et avec un vendeur et 5 références. Donc, comme quoi, voilà, c'est et maintenant mais c'est normal. Hein. Alors aujourd'hui, on a une 60aine de vendeurs et on a un trend qui est positif et qui est en plus chaque semaine. Donc, on est hyper confiant sur ce
sur ce que ça va devenir. Et justement, les premiers résultats, c'est quoi? C'est plus de trafic? C'est un panier moyen plus élevé? C'est plus d'achats? Alors, c'est un prix de vente moyen qui est plus élevé. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de data aujourd'hui, donc Ouais. je sais pas encore croiser le panier entre Kiabi et la marketplace. Je sais pas le croiser, mais le peu d'infos que j'ai me disent que oui. Et là, le panier pour le coup est beaucoup plus élevé. Donc ça vise à prouver que le client vient chercher autre chose et qu'il peut augmenter son panier moyen. Mais honnêtement, j'ai pas encore suffisamment de data pour analyser tout ça de très près. Mais du coup, ça veut quand même dire que votre client, finalement, il vient chercher chez vous une sorte de tiers de confiance en se disant ces marques-là, elles correspondent à l'ADN Kiabi, donc je peux les acheter finalement. Enfin, c'est même ces produits-là, parce que ça se trouve de temps en temps, ils achètent le produit sans même savoir vraiment de quelle marque ça vient. Mais au moins de se dire, j'ai cette garantie que si c'est Kiabi qui le vend, c'est que c'est des bonnes marques. La garantie de Kiabi, la garantie de la relation client, Ouais. la garantie du paiement et la garantie de la qualité des produits. Pour nous, c'est vraiment trois fondements sur lesquels on ne va pas déroger. Et s'il y a un souci quelque part, on prend la main et on règle le souci. Ouais. Et comment on s'assure que vos clients, vos concurrents principaux, demain n'aient pas exactement la même offre que vous? J'espère qu'il y a de la place pour tout le monde déjà. Je pense que chaque entreprise a sa stratégie. Et de toute façon, dans les marketplaces qui existent aujourd'hui, elles ont quand même toutes des stratégies différentes. C'est sûr qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des vendeurs qui vont être probablement les mêmes. Après, chaque vendeur a le droit de faire ce qu'il veut sur chaque marketplace. Il a le droit de mettre des prix différents, il a le droit de mettre des frais de port ou pas. Enfin voilà, tout ça, ça se gère. Le vendeur gère aussi de son côté. Et à nous de trouver les bons arguments qui vont faire que le vendeur il va être content chez nous et qu'il va avoir envie de continuer et que nous on va avoir envie de continuer avec lui. C'est pour ça qu'on est exigeant aussi sur la qualité, le RSE et tout ça. Mais oui, le monde des marketplaces, c'est vraiment un marché qui est en accélération forte. Hein. Et aujourd'hui, presque envie de dire que les grosses entreprises qui n'en ont pas, elles font presque une erreur stratégique de ne pas en avoir. Mais demain, il va falloir se poser la question, oui, c'est quoi la différenciation et la singularité d'une marketplace à une autre? C'est un sujet. Alors nous, on a écrit beaucoup de choses. On n'a pas le temps, je ne pourrais pas vous raconter tout ça, mais on a écrit beaucoup de choses sur ce qu'on fait aujourd'hui, mais surtout sur tout ce qu'on a prévu de faire demain et qui devrait faire notre différenciation. Tu penses toi aussi, Alexandre, qu'une grande marque aujourd'hui ne doit pas se passer d'avoir une marketplace? Je vais mettre à dos. Non, je sais pas. Je pense que oui, aujourd'hui, c'est incontournable. Encore une fois, c'est quand même des enjeux d'organisation, d'investissement. Comme disait, la rentabilité ne se fait pas du jour au lendemain, donc il y a une taille critique à avoir. Il y a quand même beaucoup de concurrence, donc tout ça, ça à mettre aujourd'hui dans la balance. Et encore une fois, ça dépend parce que si on vend par exemple du meuble aujourd'hui avec des délais d'approvisionnement très courts, enfin très longs, pardon, donc il y a de l'intérêt, si vous voulez, de faire de la marketplace pour gagner en time to market en disant grâce à la marketplace, je peux adresser mes clients en une semaine versus moi en 6 mois. Donc ça dépend aussi de la nature du marché. Il y a des marchés qui sont un peu compliqués en termes de dynamique. Donc il faut peut-être aussi voir si le marketplace répond à ce besoin finalement sur le marché. Donc pour moi c'est un incontournable, mais il y a encore des gens qui sont réfractaires. Et quand tu parles de taille critique, c'est quoi? C'est une taille critique de trafic entrant qui garantit entre guillemets une exposition vis-à-vis des marchands partenaires? C'est une taille critique de business? C'est quoi? C'est une taille critique de marchands, de trafic. Et en fait, souvent, on a des business développeurs qui gèrent ces marchands au quotidien. Et donc, forcément, plus on a de marchands, plus on doit avoir une équipe derrière. Donc, forcément, il y a des ratios pour dire un business développeur peut gérer tant de marchands. Donc, il faut aussi qu'il y a aligner l'organisation. Et c'est compliqué souvent d'animer ce réseau de marchands. Donc, c'est du travail. Et c'est de l'organisation, c'est de l'investissement. Et les ROI peuvent être très longs sur le marketplace, l'intégration IT. Il faut du volume, donc parfois c'est des business plans à 7 ans, et voilà, donc parfois il y a des... Voilà, il faut être solide. Il faut être solide, ouais. Il faut un peu d'assets, des financiers, humains, non mais il faut des assets, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que c'est quand même réservé aux très grosses structures, non, parce que regardez, Encore Store, il y a 5 ans, on ne les connaissait pas, et ils ont réussi à agréger plein de petites marques indépendantes avec des revendeurs du coin. Ils ont une success story incroyable, donc il y a toujours des bonnes idées, et il faut pas se... Il y a des niches aussi. Il y a des niches, bien sûr. Des nouveaux segments,
aller chercher. Oui. Enfin, naturellement, en fait, qui est légitime pour faire un marketplace, c'est quand même les distributeurs, parce qu'ils ont la connaissance des clients, ils ont le catalogue, ils ont un réseau de souvent un maillage territorial très fort, une empreinte, une ADN, donc forcément, naturellement, ce sont les plus enclins à agréger ces marchands, mais il y a souvent des belles histoires. Hein. Mano Mano, c'est pareil, c'est un site e-commerce qui s'est développé. Enfin, c'est À quel coût? c'est ça. Oui, oui, non, mais ça, après, c'est voilà. Tout à l'heure, tu parlais du coup des engagements RSE aussi des partenaires. Comment tu vas t'assurer de cet engagement? J'imagine que tu n'as pas le temps d'aller tester, s'assurer que tous les produits rentrent dans une charte spéciale. Comment tu fais pour un moment, tu dois les Alors, auditer? Alors, à partir du moment où on a un partenariat, déjà, j'estime qu'il il doit être respecté. Donc, nous, on a une charte, on a une vision, donc on travaille avec des gens qui pensent comme nous, en fait, enfin, qui ont envie de penser comme nous. Ça n'empêche pas le contrôle. Et ça, c'est des choses qui vont être mises en place par des achats aléatoires, par voilà, des remontées clients. Enfin, tout ça, c'est assez vite. Hein, tout ça, je ne m'inquiète pas beaucoup, mais il va falloir processer tout ça. Pour l'instant, ça fait partie de la nombreuse liste de tout ce qu'il y a à faire. On a un autre sujet qui est l'omnicanalité. On a une force, c'est d'avoir tous les magasins. Et cette force pour la marketplace, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que le client il va pouvoir aller chercher son colis dans les magasins, donc près de chez lui, et en même temps profiter de tous les services qu'on est en train de retravailler aussi dans les magasins. Donc voilà, la marketplace, c'est pas un sujet. Moi, je dis souvent, c'est pas un sujet web, c'est un sujet 360 qui emmène toute l'entreprise et qui emmène tous les clients comme ils sont aujourd'hui. On parle d'omnicanal pour le client, la marketplace, c'est un sujet de 360 et il faut vraiment prendre le sujet aussi en 360 avec le parc retail. C'est vachement important. Justement, ça allait être une de mes questions, c'est une vente qui vient de la marketplace, qui arrive en boutique. Comment la boutique, comment les forces de vente sur place prennent ça? Est-ce qu'il y a un vrai enjeu aussi de sensibilisation, de se dire oui, on vend des produits qui ne sont pas les nôtres, c'est peut-être des marges en moins pour vous? Encore une fois, on est tout petit, donc quand on est tout petit, on a encore beaucoup de choses à instruire. Les magasins aujourd'hui, ils sont les premiers à embarquer le projet parce qu'ils ont bien compris que la marketplace, ça a amené du trafic et que le trafic, il était gagnant pour tout le monde, aussi bien pour le vendeur, aussi bien pour qui habite. Et donc ça, les magasins, ils l'ont vraiment bien intégré. Ça n'empêche qu'il y a des tas de problématiques à gérer sur la taille des réserves, sur comment je réponds à mon client quand il me ramène son colis alors que le magasin ne peut pas le reprendre, en tout cas pour le moment. Donc il y a des tas de problématiques à gérer, mais ça, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est important, c'est que les équipes, elles embarquent le projet et qu'elles aient envie de le construire au service du client. Et moi, je dis souvent, je ne le dis pas souvent, mais je pense que notre job, c'est de servir le client et c'est aussi de servir ceux qui servent les clients. Et c'est celui qui le dit très bien, c'est le CEO d'une boîte qui s'appelle Lowe's aux États-Unis, qui est un peu le Leroy Merlin local. Et en fait, servir ceux qui servent les clients, ça veut dire servir à la fois nos équipes terrain et servir nos partenaires. Et donc, quand je dis 360, on est 360 dans la vente, dans l'organisation humaine, dans tout en fait. Et c'est ça qui est passionnant dans le projet. On a tout à reconstruire et à réinventer. Je vais poser une question à vous deux, et comme ça on va voir s'il y a une différence de point de vue. On va parler de marge. Alors je ne vous demande pas les marges, mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est quand on connaît les frais de structure d'une boutique, d'une marque, d'un entrepôt logistique, etc., est-ce qu'il devient plus intéressant de vendre un produit sur une marketplace ou de vendre son propre produit de marque? Qui gagne le plus d'argent? Je ne sais pas si on peut regarder. Alors évidemment, il y a un sujet économique, mais au-delà de ça, il y a un sujet de projection et de vision, de savoir ce qu'on veut faire. Nous, par exemple, dans notre vision, on veut être partout dans le monde et on veut avoir des points de contact partout. Et donc, un point de contact, c'est plus forcément un magasin aujourd'hui. Ça peut être un shop-in-shop, ça peut être on commence à avoir des choses qui sont assez intéressantes, hein, des corners de banque qui se retrouvent dans des bars tabac parce que le client il a bougé et qu'aujourd'hui ça n'intéresse pas à être dans une banque. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de changer.
Et notre job, c'est aussi de faire changer tout ça. Donc la marge, de toute façon, la marge, déjà, elle n'est pas comparable entre un produit qu'on achète avec tous les coûts qu'il faut déduire, les coûts de magasin, les coûts d'achat, les coûts de stockage, etc. Et là, en marketplace, on a une rémunération, alors pas net, parce qu'il y a quand même des coûts de frais de personnel, mais l'analyse, elle ne se fait pas de la même façon. Et encore une fois, c'est une projection long terme. L'investissement tech, c'est un investissement, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est du CAPEX, donc ça s'amortit, enfin, il y a des tas de connexions derrière. Par contre, oui, il faut quand même une rentabilité du projet, ça c'est une évidence, sinon on ne le fait pas. Mais la rentabilité du projet, elle ne se fait pas pour moi, hein, de mon point de vue, ça n'engage que moi, mais elle ne se fait pas en tant que telle uniquement sur le projet, elle se fait sur le 1 + 1 = 3. Qu'est-ce qu'on amène aux clients, qu'est-ce qu'on amène aux vendeurs, qu'est-ce qu'on fait comme service en plus, qu'est-ce qu'on fait comme trafic en plus, qu'est-ce que le client il va gagner et comment il va être content et pourquoi il va être content de rester chez nous. Ouais. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Mais il y a quand même, je repose ma question différemment, parce que si demain la marketplace ramène plus d'argent, pourquoi continuer à augmenter la gamme de produits qui habillent, par exemple? Parce que Kiabi restera Kiabi et que notre ADN, c'est un mode à petit prix et faciliter la vie des familles et permettre à tout le monde de pouvoir s'habiller à pas cher. Et donc, jamais il a été question d'oublier ça. C'est vraiment notre fondement depuis plus de 40 ans. Et donc voilà, on est en train de le faire dans le monde entier. Donc, il est hors de question de s'arrêter à ça. Et la marketplace, elle va répondre à d'autres besoins, des vêtements plus chers, des produits qui tournent autour du textile et pas uniquement le textile. Donc, Non, mais surtout qu'après, si tu fais que de la marketplace, qu'est-ce que tu fais de tes magasins? Donc, tu as l'organisation, on va pas vendre que des produits marchands. Il y a une complexité qui n'est pas. Voilà, donc c'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut pas raisonner sur quelle est la marge sur les produits 1P ou 3P en first party ou third party. Je pense que c'est de la longue tail qu'il faut aller chercher. Donc, un client qui va arriver sur la marketplace va te faire demain peut-être 10 commandes qui habillent, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est un point d'entrée, mais derrière, tu as la longue tail. Donc, c'est pour ça que c'est pas comparable. La marge unitaire, oui, peut-être ça se compare sur des KPI. Mais en fait, in fine, voilà, il faut voir le chemin, un ensemble. Et je pense que voilà, il ne faut pas non plus tomber sur des ratios où tu as 90% de marketplace, sinon tu perds ton ADN. Je pense, comme disait Bénédicte, après, c'est plus qui habille et ça se contrôle pour le coup. On peut réduire les vannes sur les marchands pour reprendre un peu de l'ADN, mais sinon tu deviens juste un pure player comme Uber où tu références des offres et il n'y a pas de service en propre. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai eu plein, donc normalement vous devriez en avoir. Ne faites pas les timides. Il n'y a pas de questions. Bon, c'est pas grave. Tu veux monter le marketplace? Non, tu t'es intéressé sur la marge. Je sens qu'il y a un petit modèle. On parlera après si tu veux sur ton modèle économique. Non, je crois qu'il y a trop de problèmes IT. Ça me paraît insurmontable. Non. Tu l'as dit tout à l'heure qu'il fallait avoir une grosse structure. Et il faut avoir beaucoup de sous. Ouais. Non, il y a des petits éditeurs où on peut démarrer un projet pour. Voilà, il y a tout. Hein, voilà. Oui, il y a tout. Mais c'est quand même. Oui, c'est un coup, ouais. Ouais, c'est sûr. Et du coup, quand. Par exemple, aujourd'hui, qui habille la marque, est-ce que demain, qui habille la marque pourrait être distribué sur une marketplace? Mais ça l'est déjà. Ah. Eh oui. Chez qui? Alors, on le fait pas sur le marché français. On est sur Zalando. On est sur. Alors, moi, c'est pas moi qui gère ce sujet, donc je ne saurais pas dire en détail, mais je pense qu'on a une petite dizaine de marketplaces à l'étranger sur lesquels on met une partie de la gamme qui habille. Ok, cool. Non, moi j'ai vécu ça chez Rue du Commerce quand j'étais jeune. On avait des gros billes à l'époque qui étaient marchands de Rue du Commerce, on était concurrents mais marchands. Donc c'était un peu Inception où, je sais pas, un modèle kafkaïen, mais on était sur une partie de l'offre, ils étaient vendeurs alors qu'on était concurrents sur l'high-tech. Donc c'était un peu marrant comme modèle. Ouais, mais c'est le genre de situation qui va, j'imagine, arriver de plus en plus parce que les marques que vous référencez, hein, peut-être qu'à un moment il y en a certaines qui vont aussi monter leur marketplace et qui du coup vont vous dire à l'inverse, bah si t'es chez moi, je suis chez toi ou quoi que ce soit. Ça me choque pas parce que les écosystèmes ils se sont élargis et que celui qui veut rester dans son droit fil et pas s'ouvrir, en fait, demain, il sera perdu. Enfin, on le voit bien dans la vie, dans tout ce qui se passe. Tous les écosystèmes doivent s'ouvrir et nous, on a des tas de projets
d'ouvrir nos usines à des gens qui voudraient fabriquer. Enfin voilà, et donc ça me choque pas du tout, au contraire, de vendre des produits qui habillent sur des marketplaces même françaises, hein, et inversement de faire venir d'autres enseignes sur notre marketplace. Au contraire, d'ailleurs, on a quelques contacts en cours là-dessus. Encore une fois, c'est long et c'est des tas de sujets logistiques ou autres ou juridiques à gérer, mais en tout cas pour moi ça fait partie des évolutions du monde de demain. En fait, l'important c'est de ne pas te faire des intermédiaires, c'est-à-dire que tu gardes la relation avec le client, donc normalement tu n'as pas de risque d'ouvrir à ce que, enfin, ça peut arriver, mais généralement si tu sécurises la relation avec le client, etc., les marchands c'est juste un fournisseur, donc le client, voilà. Et forcément, si tu commences à te faire des intermédiaires parce que les marchands traitent avec les clients en direct sans passer par toi, là il y a un problème dans ton modèle. Ça, c'est voilà, c'est ce que on peut tous faire sur Airbnb. On touche le numéro de l'autre qui est sympa. Ouais. Mais voilà, c'est dans les modèles e-commerce, c'est quand même dur à faire, mais ça peut arriver. Ça peut, sur des modèles un peu de service, quand on a des communautés, des architectes, des choses comme ça, il y a souvent des choses qui peuvent se monter pour se faire des intermédiaires, donc il faut faire attention. Ouais, bien sûr. Et justement, tout à l'heure, tu disais, Bénédicte, évidemment, au moment où la porte s'est ouverte, j'ai oublié ma question. T'inquiète, c'est pas grave. C'est l'inverse en fait. Il n'y a pas de questions publiques, mais ils te prennent des questions. Ouais, c'est ça. Je l'ai oublié, c'est pas grave. Je vais rebondir. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Du coup, monsieur, une question? Pas une question. Non, on parlait peut-être de ateliers peut-être dans les usines qui habillent. C'est peut-être ça qui t'a fait. Non, mais c'est pas grave. Non, l'une des dernières questions que j'allais poser à Bénédicte, c'était justement tout à l'heure, tu parlais de projets. Aussi, en préparant cette intervention, tu me parlais aussi qu'il y avait une grosse différence que vous vouliez amener sur le service, au-delà du produit. Ça veut dire quoi, justement, amener plus de services via la marketplace? Alors, en priorité, c'est vraiment ce que je vous disais, hein, le service avec le vendeur partenaire, pour qu'on soit vraiment dans une relation d'échange et de partenariat, et en particulier sur la data. Après... Par exemple, tu partagerais quoi sur la data? Le trafic, les produits vendus, la complémentarité du 1P, du 3P. Enfin, nous, on est assez open à ouvrir tout ça parce qu'on pense vraiment qu'il y a un intérêt croisé à échanger. Après, on peut ouvrir sur du service. Il y a 10 000, encore une fois, on est encore une fois dans le projet, hein, mais on peut ouvrir sur de la personnalisation, on peut ouvrir sur du service d'accompagnement des familles sur des besoins du quotidien et qui se ferait en relation avec la marketplace et le magasin. En fait, on a ce parc magasin qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc il y a tellement de choses dans les cartons que... il y a aussi des services financiers qui sont intéressants pour eux, peut-être parfois, parfois des avances, des trucs de trésorerie, un peu de crédit. Il y a des choses qui se font maintenant dans pas mal d'opérateurs, les plus gros, qui ont la capacité de faire des choses pour les marchands d'un point de vue financier. Comme qui, par exemple? Comme Amazon, par exemple. Non, mais c'est des grosses, c'est des grosses machines, donc ils ont un vrai qualité de service pour leurs marchands et ils ont une panel de services qu'ils peuvent apporter. Ouais. Notre priorité à nous, c'est d'aligner les services du 1P aujourd'hui à ceux du 3P, puisque aujourd'hui, on peut pas encore faire de livraison dans le magasin et on n'a pas tous les services de paiement de commande tels qu'on les a sur le 1P. Donc ça, c'est vraiment déjà la priorité, d'aligner vraiment le 1P et le 3P. Et puis après... Le 1P, c'est vos produits, le 3P, c'est les produits des autres. Je ne le savais pas, donc je peux considérer que d'autres ne le savent pas. Oui, c'est ça. Et surtout, on va se tendre surtout c'est sur la logistique pour compte de tiers, c'est-à-dire qu'on va essayer de rapatrier les colis des marchands dans notre entrepôt pour faire un colis unique. Donc ça, c'est des vrais services qu'on peut proposer. C'est un vrai engagement RSE aussi. Exactement. Enfin, c'est des stratégies. Aussi bien en termes de service client, parce que de recevoir 5 colis, c'est un peu pénible. Et en plus, en termes de RSE, c'est pas dingue. Donc j'imagine que c'est une vraie... Ouais. Du coup, là, ça agrandit les entrepôts. Oh, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions, oui. On arrive à la fin. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de questions? Vraiment je suis quand même très étonné. C'est de l'apéro. Ouais, c'est ça. Vous voulez tous aller boire un verre. Je me lance du coup. Aujourd'hui, Kiabi, ça a toujours été depuis un bon nombre d'années vos produits, vos développements et vos ventes où vous maîtrisez la totalité du process.
quel est l'avantage pour vous, mis à part offrir aux clients quelque chose de complémentaire et venir augmenter le panier moyen? Est-ce que la prétention, c'est de mettre en avant beaucoup plus la marketplace en web? Comment vous mettez en avant les 60 vendeurs qui vous accompagnent aujourd'hui parmi les milliers de références qui sont là, et comment les vendeurs sont assurés d'émerger un minimum face à toute l'offre que vous avez en propre? Alors, encore une fois, il y a 10 000 choses à faire. La première, c'est qu'on a donc un plan commerce pour Kiabi. Et donc, on a retravaillé ce plan commerce pour la marketplace. Donc, je vais prendre un exemple. Si on est sur une opération bébé, un plan commerce magasin, ça dure 2 à 3 semaines. Sur le web, on sait qu'une newsletter, ça dure 3 jours. Donc, ce plan commerce, on va l'adapter et on va dire, on a envie de le faire pas... vous avez une newsletter sur les produits Kiabi et puis 3 jours après, vous aurez une newsletter sur les produits Marketplace. Notre idée, c'est de dire, c'est le et. Donc, sur la même newsletter, vous allez acheter le body pour le bébé parce que c'est l'opération body. Et en même temps, vous pourrez acheter le biberon parce que Kiabi va l'apporter en Marketplace. Donc, l'idée, elle est vraiment de travailler comme ça. En suivant le plan commerce. Après, on peut faire plein d'accompagnements spécifiques en fonction du plan commerce de nos partenaires, parce que ça se fait aussi dans l'autre sens, et puis construire des choses avec eux, à la fois en termes de visibilité, de newsletter, demain de trade marketing. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on va construire aussi. Après, c'est évident que, faut se le dire aussi, plus il y a de vendeurs, plus c'est compliqué de segmenter, savoir qui on met en avant et quoi comment. Donc, si en faisant payer. Ouais, alors oui, évidemment, ça fait partie des choses, mais moi j'aime bien l'idée de se dire, plutôt que de se dire, tiens, il n'y a que toi qui va venir sur une newsletter, ce qui est un peu réducteur quand même pour le client, c'est de se dire, voilà, on va faire une opération, je sais pas, autour de la chaussure, et puis voilà, il y a la chaussure de sport, il y a la chaussure de ville, il y a la chaussure, voilà, ou tout autour de la cérémonie, et puis tous les vendeurs qui peuvent avoir des produits qui correspondent à ça, on peut les associer. Et ça, c'est des choses que je vois pas trop, et donc je me dis, on pourrait les travailler. Finalement, oui, il y a vraiment une expérience à offrir au client qui soit no-brainer pour lui, quoi, où à la fin, il sait même à peine plus trop qui il achète, mais du moment qu'il achète chez vous et qu'il y a un côté... content, en fait. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de le rendre content, fier, heureux d'avoir acheté ses produits sur notre site. Et je pense que ceux qui nous écoutent vont être heureux et contents d'aller boire un verre. En tout cas, s'il y a des vendeurs dans la salle, surtout, n'hésitez pas, avant d'aller boire un verre, venez me voir. Vous avez le droit d'aller leur poser des questions vu que vous faites les timides. Merci beaucoup. On va vous laisser aller boire un verre, c'est l'heure. Et puis, on vous dit bonne fin de soirée et puis Merci à demain. Merci Salut. Merci à vous.